Paris. Après l'entrée en guerre du gouvernement français, l'armée allemande poursuit son offensive en Pologne et ne semble pas vouloir reculer. Une partie des forces françaises tiennent leur position le long de la frontière, pendant que le reste des armées rejoignent le nord de la France. L'état-major confirme la mise en œuvre de la stratégie défensive prévue depuis les années 30. Voilà une semaine que j'ai été affecté dans ce petit ouvrage avancé, juste au nord de Strasbourg. Nous sommes 8, 7 hommes et moi. On est chargé de surveiller ce secteur, qui pour l'instant ressemble plus à une plaine vallonnée de bois qu'à un véritable champ de bataille. Je m'appelle Louis Dupuis, j'ai 39 ans et je suis adjudant-chef. Mon histoire est simple, je suis un petit gars de l'Auvergne, juste en dessous du Puy-de-Dôme. Mon père, lui, a fait 14-18, et vous savez, c'est toujours la même histoire. Un matin de 1917, les gendarmes sont venus toquer à la porte de la ferme, pour nous annoncer que mon père était mort, au chemin des Dames. J'avais 17 ans à l'époque. Maintenant, l'histoire est derrière moi. 20 ans plus tard, je travaille comme mécanicien agricole. Je partage ma vie avec Huguette, d'où nous avons 14 ans de mariage, et une petite fille, Camille, qui a 8 ans. Mais bon, revenons aux choses sérieuses. Vous n'êtes pas ici pour parler de mes histoires de famille. Pour comprendre où nous en sommes à l'heure actuelle, il faut que nous revenions dans le passé, à la fin des années 30. L'Europe est au bord de la rupture. Deux blocs se font face, avec deux idéologies totalement opposées. D'un côté, nous avons la France, avec la Grande-Bretagne, qui sont tous deux grandes démocraties, héritières de la victoire de 14-18. Elles défendent notamment la liberté, le parlementarisme, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hormis les colonies, bien évidemment. Mais derrière cette image de stabilité, la réalité est plus que fragile. En France, les gouvernements se succèdent à un rythme effréné. Incapables d'imposer une ligne politique, les gouvernements tombent les uns après les autres. Face à la France et à la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne nazie ainsi que l'Italie fasciste. Ici, pas de doute, pas d'hésitation. Mussolini rêve de restaurer la gloire de l'Empire romain. Quant à Hitler, lui, il affiche des ambitions encore plus vastes. Il souhaite réviser le traité de Versailles et conquérir un espace vital à l'Est, tout en imposant un régime totalitaire et racialiste. Ces régimes s'appuient sur la propagande, sur la peur, ainsi que sur la militarisation massive de leur pays. Ils avancent avec assurance, convaincus que seule la force pourra l'emporter. Alors, l'Europe se retrouve coupée en deux. D'un côté, nous avons les démocraties, affaiblies mais encore attachées au système parlementaire, et de l'autre côté, les dictatures, prêtes à bouleverser l'équilibre mondial. Le 1er septembre 1939, l'Europe bascule. À l'aube, les troupes allemandes franchissent la frontière polonaise. Il faut savoir que ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre éclair. L'Allemagne utilise massivement des chars ainsi que de l'aviation pour une destruction coordonnée et totale sur différentes cibles. Dès les premières heures, la Luftwaffe bombarde Danzig ainsi que Varsovie. Les civils sont ainsi pris pour cible et très vite, la Pologne comprend que face à une telle machine, la guerre est totale. La Pologne n'est pourtant pas seule, elle est sous la protection de la France et du Royaume-Uni. Après plusieurs avertissements restés sans réponse, Londres et Paris n'ont plus le choix. Le 3 novembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Le monde entier retient son souffle, la Seconde Guerre mondiale vient donc de débuter. Et les Italiens dans tout ça? Eh bien pour l'instant, Mussolini hésite. Son pays n'est pas prêt, militairement. Il choisit donc de rester en retrait, mais personne ne se fait d'illusions. Tôt ou tard, il attaquera. Et il attaquera justement quand la France aura déjà un pied dans la tombe. Sur le terrain, la situation est plus que complexe. Hitler concentre la majeure partie de son armée en Pologne, mais il ne néglige pas pour autant l'Ouest. Une trentaine de divisions sont affectées sur la frontière française et sont très bien équipées. Côté français, nous ne sommes pas en reste. Près de 80 divisions font face au Reich, dont 200 000 hommes sont retranchés dans la ligne Maginot, qui est une suite de fortifications et d'artillerie lourde censée empêcher une invasion par l'Allemagne. Mais voilà, l'état-major sait très bien que le danger principal ne viendra pas de la ligne Maginot, mais plus au nord, au niveau de la Belgique, comme en 14-18. C'est pourquoi le haut commandement a préféré mettre les meilleures unités mobiles et blindées au nord de la Belgique, justement pour prévenir d'une attaque.
Au total, la France a mobilisé pas moins de 2,5 millions d'hommes. On est l'armée la plus nombreuse d'Europe et, rien que sur le front nord-est, donc face à l'Allemagne, nous comptons 2,3 millions de soldats. Sur le front italien, bien que nous ne sommes pas encore en guerre avec eux, nous avons posté 200 000 soldats, juste au cas où. Et surtout, nous ne sommes pas seuls dans ce conflit. Les premiers soldats britanniques sont en train de débarquer au nord de la France. On les appelle les British Expeditionary Force. Ils doivent rejoindre nos lignes dans le nord pour combattre à nos côtés. Sur le papier, tout est prêt. La France et le Royaume-Uni semblent solides. Mais derrière les chiffres et les discours, un malaise grandit. Est-ce que les soldats et les pays sont-ils prêts à faire face à l'Allemagne nazie? Pendant que nous attendons derrière la ligne Maginot, la Pologne s'effondre déjà sous les bombes. Bien, cela étant dit, parlons un petit peu de nous et la vie dans le bunker. Nous sommes 8. Tout d'abord, il y a le caporal Geoffrey Durand. C'est un ancien de 14-18, il a déjà connu l'enfer des tranchées et je peux compter sur lui. Ensuite vient le plus jeune, René. Il a à peine 20 ans. C'est notre guetteur dans l'observatoire et il fait passer les messages entre les différentes casemates. Morel, le costaud de l'équipe, il est notre aide-mitrailleur et chargé de l'approvisionnement en munitions, notamment pour l'antichar. Il y a aussi Lemoine, il est instituteur dans le civil et sergent-chef de réserve. Il est responsable du journal de marche ainsi que des communications écrites. Pierre, notre cuisinier improvisé, dans sa jeunesse, il travaillait dans un restaurant. C'est le seul qui arrive à transformer des rations froides en quelque chose de plutôt mangeable. Enfin les deux autres. Nous avons Lefebvre, lui, il gère toute la logistique, des armes ainsi que des munitions. Et Garnier, il est responsable de l'entretien du groupe électrogène, de la ventilation ainsi que du matériel technique. Et moi, je suis chargé de les maintenir soudés et d'appliquer les ordres venant de l'état-major. Alors oui, nous vivons dans ce bloc de béton. Vu de l'extérieur, ce n'est qu'une masse de béton avec quelques ouvertures, mais à l'intérieur, c'est un tout autre monde. La casemate est composée d'une salle de repos où nous dormons sur des couchettes métalliques, d'une cuisine qui se fait plutôt généralement dehors quand on le peut. Au centre, nous avons notre position de combat avec 2 mitrailleuses Rebelle Mag 31 prêtes à faucher toute personne qui s'approcherait. Et bien sûr, nous avons une tourelle avec un canon anti-char de 47 mm où nous pouvons tirer à 360 degrés. Et pour finir, nous avons une pièce de stockage réservée justement aux munitions. Chaque jour, l'inventaire est fait. Munitions comptées, nettoyées et armes vérifiées. Rien n'est laissé au hasard. Les masques à gaz restent aussi à portée de main, puisque lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont été les premiers à utiliser des obus avec du gaz. Dehors, les défenses sont modestes mais strictes. Quelques barbelés, une tranchée qui nous relie au poste voisin, et au-delà, nous avons les forêts alsaciennes, calmes, voire trop calmes. Pour l'instant, tout est tranquille, trop tranquille. Alors on attend, on guette. Et chaque soir, je monte sur le toit du bunker et regarde la plaine allemande, en me demandant comment et quand les Allemands passeront à l'offensive. Ici Radio Paris. Les États-Unis viennent d'affirmer leur neutralité dans le conflit qui embrase l'Europe. La France, elle, passe à l'action. Nos troupes, fidèles à leurs engagements envers la Pologne agressée, ont lancé ce matin une offensive limitée dans la région de la Sarre. L'objectif est simple, fixer l'ennemi et l'obliger à détourner une partie de ses forces de l'Est. Déjà, les premières unités françaises progressent prudemment au-delà de la frontière, en direction de Sarrebruck sous le regard attentif de tout un pays.